Bienvenue à tous aujourd'hui à cette présentation. Comme Maxime l'indiquait, on a fait un survol de la littérature à l'échelle mondiale sur les lacs. Il y avait des problèmes de prolifération d'algues et on a cherché à comprendre quelles étaient les solutions qui avaient été mises en place pour attaquer ces problèmes-là. Tout ça, ça s'est fait dans un contexte très spécifique. On a été mandaté par la Commission mixte internationale, que vous connaissez peut-être sous le nom là, de International Joint Commission, et c'était pour éclairer et étayer des recommandations en ce qui a trait à deux grands lacs transfrontaliers, en l'occurrence le lac Champlain et le lac Memphremagog, et pour le lac Champlain, plus précisément la baie Missisquoi. Donc, comme je vous disais, on a fait une recension des écrits sur la solution de problèmes d'eutrophisation sur des grands lacs. On ne s'est pas attardé là, sur des problèmes de petits lacs. Donc, à titre d'information à l'échelle mondiale, ce que vous voyez ici, c'est une carte, évidemment, là, de tous les continents. Et ce qu'on peut répertorier là, dans cette figure-là, c'est que, bon an, mal an, je ne sais pas si vous allez voir, oui, vous devriez voir ma souris se déplacer. Donc, on a identifié dans un article de Bielo de 2008 qu'il y avait plusieurs zones mortes océaniques. Et ces zones mortes océaniques-là, elles subissaient évidemment une certaine forme d'eutrophisation ou de surcharge en éléments nutritifs. Parmi ces zones, il y en avait 481 qui étaient hypoxiques. Alors, ce qu'on peut voir ici sur la carte, donc vous avez les points noirs qui représentent des systèmes dits hypoxiques, donc en dette sévère d'oxygène. Et on voit sur le fond de cette carte-là différentes couleurs, et ces couleurs-là sont reliées, si vous voulez, à l'empreinte anthropique ou l'empreinte humaine. De visu, ce que vous voyez dans un premier temps, c'est l'empreinte humaine est directement reliée justement à ces zones mortes océaniques ou côtières, d'où la corrélation très forte là, entre les problèmes de prolifération d'algues nuisibles et la présence humaine. Évidemment, ce problème-là n'est pas circonscrit seulement aux zones côtières, il est aussi circonscrit à l'intérieur des continents eux-mêmes. Donc, à titre d'exemple, au niveau des États-Unis d'Amérique, les 50 États américains sont touchés par différents problèmes de prolifération d'algues. Et on en recouvre ou identifie deux types standards, si vous voulez, les algues bleu-vert et les algues dorées. Donc, c'est un problème qui est totalement généralisé dans les eaux douces. Au niveau européen, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est évidemment les problèmes, ils sont répandus à peu près sur tous les pays là, de la communauté européenne et au-delà, sans doute. Et il existe même un réseau de suivi de 369 lacs à l'échelle de l'Europe, où on fait régulièrement des analyses de qualité de l'eau pour déterminer justement les concentrations de toxines. Dans 137 lacs utilisés, on voit une cartographie ici sur la carte que vous voyez à votre droite. Donc, on voit par la taille, si vous voulez, des cercles concentriques, on voit les concentrations en toxines et la légende de couleur, elle est là pour nous identifier le type de toxine qui a été identifié là, dans chacun de ces 137 lacs-là. Encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de pays qui ne sont pas touchés à ce contexte européen-là et même plus grand contexte lorsqu'on parle des pays scandinaves. Donc, c'est vraiment un problème mondial et c'est sur cette base-là que notre revue littérature s'est penchée. Maintenant, lorsqu'on examine la problématique, il faut déterminer dans quelle approche ou quels programmes ont été utilisés pour s'attaquer à ces problèmes-là. Donc, ce que vous voyez ici, là, tout simplement, les trois ellipses bleues, ce qu'elles vous représentent, c'est que nous, lorsqu'on a fait un inventaire de la littérature, évidemment, il fallait se donner un schéma d'analyse. Et le schéma d'analyse qui avait été discuté avec la Commission mixte internationale, ce que la Commission voulait savoir, c'était quel cadre ou quel programme avait été mis en place pour traiter de la problématique, quelle démarche avait été mise en place ou quel mécanisme avait été mis en place pour effectivement effectuer ces programmes-là. Et finalement, est-ce que dans les programmes et les démarches, on avait un processus, si vous voulez, là, de rétroaction, à savoir
où est-ce qu'on se trouve exactement dans la solution du problème. Donc, on va parler ici d'indicateurs de performance quelconque. Évidemment, nous, on a ciblé la littérature très large. Et lorsqu'on parle des différentes instances qui traitent de la problématique d'eutrophisation, on a regardé autant les organismes gouvernementaux, les établissements universitaires, les organismes non gouvernementaux, ainsi que les approches plus citoyennes. Donc, ça nous a apporté à poser des questions pour bien nous orienter. Donc, à quel moment le problème a-t-il été identifié ou observé? Quelles sont les recherches qui ont été effectuées pour déterminer s'il existait bel et bien un problème à étudier? Quelles sont les mesures d'atténuation qui ont été utilisées pour résoudre le problème? Comment les mesures ont-elles été choisies? Depuis combien de temps ces mesures sont-elles utilisées? Et finalement, ont-elles été efficaces? Et comment leur efficacité a-t-elle été déterminée? Donc ça, c'est notre cadre d'examen de la littérature. De tous les articles qu'on a survolés, on en a survolé 1000, ce qui est un nombre assez invraisemblable, mais la problématique étant mondiale, on retrouve de la littérature. De la littérature à plusieurs niveaux, hein. On pense ici à de la littérature standard, que vous et moi épluchions sur une base hebdomadaire, donc les revues scientifiques, mais aussi les sites Internet, de même que les organismes comme tels, s'il y avait eu des publications. À ce moment-là, on va souvent parler de littérature grise. Et au final, on a identifié 12 cas qui étaient d'intérêt par rapport à la problématique qui nous était posée, c'est-à-dire de comprendre comment ils avaient attaqué le problème d'eutrophisation et faire des recommandations. Et nous, on doit faire des recommandations, ou on devait faire des recommandations en ce qui a trait à la baie Missisquoi du lac Champlain et au lac Minfremaga. Donc, nos cas d'études, dans l'ensemble, sont basés sur des cours d'eau de la même ampleur, donc des grands lacs d'eau douce, mais il est arrivé dans certaines instances qu'il y avait des problématiques côtières qui avaient un intérêt particulier et leur approche, donc leur programme, de même que leur démarche, ainsi que leur processus, pouvaient être d'intérêt pour les gens qui se penchent sur la problématique de nos deux grands lacs transfrontaliers, Canada et États-Unis. Donc, dans les 12 cas répertoriés, ils avaient tous des efflorescences d'algues nuisibles. Ils avaient eu des activités récréatives limitées. Certains de ces cas étaient imputables à des charges internes de phosphore. Ils avaient éprouvé des mortalités massives de poissons et ça avait pu mener à une certaine fermeture de l'approvisionnement en eau potable. Donc, pour effectivement ces programmes-là, il y a eu des démarches. Et comment les programmes ont été mis en place? Ça s'est fait de 3 façons. Donc, on peut répertorier ce qu'on va appeler de manière standard les méthodes réglementaires. À l'intérieur de ces méthodes réglementaires-là, on peut imposer, puis on retrouve plusieurs de ces programmes-là aux États-Unis, et parfois ici même. Donc, on a les objectifs de réduction, communément appelés Total Maximum Daily Load, où est-ce qu'on va fixer des objectifs environnementaux de rejet afin d'atteindre, si vous voulez, un certain critère de qualité de l'eau. Donc, à titre d'exemple rapide, pour un critère de qualité de l'eau pour le phosphore pour les eaux douces, type cours d'eau de 0,03 mg par litre, à ce moment-là, quelles sont les pratiques de gestion qu'on doit mettre en place pour réduire la charge qui va nous permettre d'atteindre une concentration visée qui, elle, permet d'encadrer un certain usage de l'eau. Donc ça, c'est l'approche TMDL standard. Évidemment, il existe d'autres approches réglementaires. Plusieurs personnes ici dans la salle, vous êtes des ingénieurs civils, donc vous connaissez les approches rigoureuses de gestion des eaux pluviales et de gestion des eaux usées, l'interdiction de l'épandage hivernal d'engrais, parce que dans certaines législations au niveau agricole, on pouvait épandre des fertilisants sur des couverts niveaux. On peut penser aussi à des politiques axées sur le principe d'aucune perte nette dans les zones humides et évidemment des critères numériques pour les éléments nutritifs, comme je vous ai mentionné. Évidemment, ça c'est l'approche plus standard qu'on connaît un peu plus, mais pour les deux grands lacs qui nous intéressaient, ce qui nous paraît plus intéressant, c'est vraiment de rapporter, ici dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, les méthodes fondées sur des incitatifs. Donc ici, on peut penser à la mise hors service de terre, les certifications d'intendance, les échanges de crédits de qualité de l'eau,
les incitatifs au rendement, les incitatifs à l'application de pratiques de gestion bénéfique dans les différentes polices d'assurance, les enchères de conservation, les taxes, droits ou surtaxes. Finalement, un autre grand groupe, c'est la gestion et l'atténuation des risques. Donc, on peut penser ici, dans le contexte québécois, une approche comme les plans agro-environnementaux de fertilisation. Bien, ils sont là pour diminuer le risque. Donc, on s'assure d'apporter aux terres les besoins agronomiques des plantes. Ça ne garantit pas, si vous voulez, qu'on va atteindre un certain objectif de récupération ou de solutionner un problème d'eutrophisation, mais c'est une approche qu'on qualifie ici de gestion et atténuation de risque. Donc, on connaît aussi les plans de protection de l'eau potable, les systèmes d'alerte rapide, les programmes de surveillance des algues et des analyses des cyanotoxines. Donc, ces trois approches-là, au niveau, si vous voulez, programme et processus, programme, démarche et processus ensemble, c'est ce qu'on a pu identifier. Donc, je répète, méthode réglementaire, méthode fondée sur des incitatifs et gestion et atténuation des risques. Et la présentation au niveau des résultats aujourd'hui va vraiment mettre l'emphase sur ce que nous, on pensait qui serait le plus profitable là, au niveau de la présentation d'aujourd'hui. Dans notre rapport à la Commission mixte internationale, évidemment, ces trois façons d'attaquer le problème sont présentées. Finalement, il existe aussi des façons de traiter le problème d'eutrophisation par des approches de sensibilisation, de mobilisation et d'éducation. Donc, les différents organismes produisent tous des documents d'orientation sur les pratiques de gestion bénéfique, les programmes d'éducation, les activités de mobilisation de la collectivité, des séminaires techniques et des sondages d'opinion. Donc, ici, on retrouve sur la carte les principaux endroits de nos 12 cas. Donc, la plupart de nos cas là, sont situés en Amérique du Nord. Il existe aussi des cas en Australie, un cas en Australie, le Murray-Darling Basin, qui, certes, au niveau mondial, est un des plus publicisés, et un autre qui est très publicisé, qui a atteint, qui est vraiment dans la bonne direction, c'est celui de la baie Chesapeake dans le nord-est américain. Et il y a 2 cas. Et ici, je ne vais pas présenter les problématiques sous-jacentes à chacun de ces cas-là. On pourra le faire, j'ai un tableau en annexe, mais vraiment pour quelles sont les leçons qu'on a pu tirer. Donc, au niveau des sommaires de ces leçons-là, on en rencontre 5. On peut tirer des leçons au niveau des méthodes et la particularité des méthodes qui ont été mises en place, sur comment les intervenants ont été mobilisés et évidemment, pour que tout fonctionne, il faut vraiment s'assurer d'instaurer un niveau de confiance élevé. Comme dans tout regroupement humain, si on n'est pas capable d'avoir la confiance mutuelle, c'est très difficile d'avancer. Évidemment, partout, on se pose la question sur ce qu'on va appeler les PGB, donc les pratiques de gestion bénéfique. Et qu'est-ce qu'on fait pour assurer le rendement? Et finalement, gouvernance et leadership demeurent les points saillants de tout programme. C'est là que passe le succès. Donc, évidemment, on avait lu beaucoup de littérature, on a identifié nos 12 cas, et suite à la lecture de ces 12 cas-là, on a fait des examens un peu plus approfondis, ce qui nous a amené à avoir suffisamment de littérature pour pouvoir faire une certaine généralisation. Donc, au niveau des résultats, comme je vous disais, je mets l'emphase cet après-midi sur vraiment les méthodes fondées sur des incitatifs. Donc, on va retrouver ce tableau-là dans les prochaines acétates. Je vais passer chacune des colonnes. Ici, vous avez nos fameux 12 cas, donc du Murray-Darling Basin jusqu'à un cas dans l'État de l'Oregon, en passant par le lac Winnipeg au Manitoba, le lac Simcoe en Ontario, quelques leçons tirées de l'île du Prince-Édouard, lac Erie, en l'occurrence, et la baie Chesapeake. Donc, il s'est avéré une grande uniformité au niveau des méthodes fondées sur des incitatifs, en l'occurrence basées sur le retirement ou la mise hors service de certains territoires. Donc, dans les 12 cas qu'on a inventoriés, les approches, que ce soit les gouvernements ou autres organismes, ils ont effectivement fait l'acquisition de terres afin de protéger les cours d'eau. Et dans 11 des 12 cas, il y a eu la mise en place d'une certaine forme de taxation
afin de diminuer justement les charges en nutriments à ces différents cours d'eau. Au niveau si vous voulez, du retrait de certaines terres, comme je vous disais, il y a une homogénéité qui est globale. Ils en ont tous des programmes de mise en service des terres. Ils sont tous basés sur une indemnisation des propriétaires fonciers pour vraiment mettre hors service ce qu'on va appeler là, les zones sensibles en fonction de leur contribution à la dégradation de la qualité de l'eau. Donc, ça demeure une des solutions privilégiées. Il existe aussi des taxes et des droits ou des surtaxes qui sont imposés. Et quelques exemples ici qu'on peut vous donner, c'est des crédits d'impôt comme incitatif pour mettre en place des pratiques de gestion bénéfique ou des stratégies de conservation, ou encore de la perception de taxes liées à la pollution pour encourager justement l'adoption d'approches de réduction de la pollution ou de la réduction quantitative de l'utilisation. Au niveau d'une certification d'intendance, Stewardship Certification, encore là, la philosophie globale, elle est vraiment identique et c'est vraiment toujours dans un esprit, là, comme je vous disais, là, une volonté d'améliorer l'environnement. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que la pression par les pairs, ben, ça fonctionne. Si vous êtes dans un bassin versant donné, il y a plusieurs acteurs ou agriculteurs qui implantent des pratiques de gestion bénéfique. Ben, ça peut avoir un effet là, de propager cette bonne mise en valeur-là. Et évidemment, lorsqu'on a une certaine certification, puis là, je peux faire un parallèle avec l'agriculture biologique, ben, ça peut augmenter, bien sûr, l'augmentation de la valeur marchande de votre territoire. Donc, c'est très important, ces certifications-là. Par contre, c'est jamais mis en place de la même manière. À titre d'exemple, ici, je relève un programme qui existe pour le Manitoba et ailleurs dans le monde, où est-ce qu'on va encourager, si vous voulez, l'application d'une série de pratiques de gestion bénéfique axées sur l'utilisation de la bonne source d'éléments nutritifs, donc le fameux programme des 4 R. Donc, right source, right rate, right time, right place. Donc, la bonne dose d'éléments au bon moment et au bon endroit. Il existe aussi des certifications de forêt et de fermes forestières, des certifications chez les municipalités environnantes du lac Winnipeg. On peut obtenir une certification Lake Friendly Municipality et, comme je disais un peu plus tôt, certification de ferme biologique. Au niveau des échanges de crédits de qualité de l'eau, communément appelés Water Quality Trading, donc ici, on en retrouve dans les 12 cas qu'on a répertoriés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 sur 12. 75 si vous voulez, 66 si vous voulez. Donc, le principe, c'est de promouvoir les échanges entre les sources ponctuelles et les sources diffuses en ce qui a trait au traitement des polluants à la source. À titre d'exemple, on a un bassin versant, on a une industrie quelconque qui fait des rejets. Elle se voit dans un contexte de diminuer sa charge au cours d'eau, mais cette diminution-là pourrait encourir des millions et des millions de dollars. Lorsqu'on fait une analyse à l'échelle du bassin versant, on se rend compte que oui, il y a d'autres sources de contaminants, le territoire agricole par exemple, et ce territoire-là pourrait, à moindre coût, mettre en place des pratiques de gestion bénéfique qui permettraient de réduire les charges, peut-être d'une envergure plus importante. Donc, c'est des cas qui sont très intéressants. Il existe à l'échelle mondiale plus de 57 programmes d'échange de crédits de qualité de l'eau. Il y en aurait 26 qui sont toujours actifs, 21 programmes qui sont à l'étude, 10 programmes qui sont inactifs ou projets pilotes terminés sans autres échanges prévus. Et la plupart des échanges sont en ce moment conciliés au territoire américain. Donc, il y en aurait seulement 6 ailleurs. Au niveau des incitatifs de performance, ben, le principe est relativement simple, vous pouvez vous en douter. Donc, un paiement ou incitatif proportionnel au rendement réel mesuré ou au niveau d'avantages environnementaux découlant d'une démarche technique. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'encourager les résultats et sur la base des résultats, récompenser. On peut penser à des programmes de rémunération au rendement, on peut penser à des programmes comme il y a en Finlande, où certaines PGB exigeaient que l'inscription à un programme de conservation soit maintenue pour continuer de recevoir les paiements. Donc, il existe ici une certaine fertilité en ce qui a trait à ce principe de paiement incitatif.
Ce qui est assez intéressant, c'est au niveau des, des encans, si vous voulez, Conservation Auctions, ainsi que différentes approches liées aux assurances. Donc ici, c'est vraiment des démarches novatrices et ça se fait. J'ai participé à des projets, par exemple, au niveau pan-canadien, où est-ce que j'avais des collègues économiques qui faisaient des encans inversés. Et je vais revenir là-dessus très rapidement. Donc, au niveau des démarches d'assurance et de pratiques de gestion bénéfique, donc l'idée ici, c'est si un agriculteur ou quelqu'un d'autre met en place des pratiques de gestion bénéfique, ben, il va subir potentiellement des pertes économiques et c'est une façon de récompenser l'agriculteur d'avoir mis ces pratiques-là, c'est qu'il puisse soutirer via son assurance une certaine indemnisation financière. Vous pouvez vous imaginer qu'en termes d'assurance privée, les coûts de franchise sont très importants. Donc, ça, c'est un des principaux désavantages. Au niveau des enchères de conservation, ou si vous voulez, enchères inversées ou encans inversés, eh bien, lorsqu'on a un encan traditionnel, les gens dans la salle, ben, ils vont obtenir le bien en faisant augmenter les prix et c'est celui qui est capable de payer le plus cher qui va obtenir le bien. Alors que les encans inversés fonctionnent évidemment sur le principe inverse, où est-ce que les gens dans la salle, on leur demande quel est l'incitatif que vous aimeriez avoir pour appliquer telle pratique de gestion bénéfique. Et là, c'est inversé parce que la réalité, c'est celui qui va gagner, c'est celui qui a besoin le moins d'incitatif pour mettre en place la pratique de gestion bénéfique. Évidemment, il y a un inconvénient, on peut avoir un taux de participation pas trop élevé. Par contre, quand ça fonctionne, ça peut avoir des impacts assez importants à des échelles spatiales aussi relativement importantes. Donc, en conclusion, parce qu'il faut y arriver en termes du temps imparti, donc, sur la base de la recension des écrits internationaux, c'est qu'on a pu constater qu'il y a plusieurs démarches variées et novatrices qui sont mises en place, mais un examen approfondi s'impose afin de formuler des recommandations adaptées au contexte du lac Memphremagog et du secteur de la baie Missisquoi dans le lac Champlain. Et tout ça, nous, on a remis ça à la Commission mixte internationale et c'est elle, avec ses partenaires locaux, qui va décider quelles pistes qu'ils vont adopter. Les normes nationales en matière de qualité de l'eau ne sont pas suffisamment strictes pour empêcher l'apparition de prolifération d'algues nuisibles. Ça, on l'a remarqué dans les critères de qualité de l'eau, dépendamment des juridictions, ce ne sont pas tous les mêmes valeurs numériques, donc ça pose problème. Le problème est biologique, donc le critère numérique se doit d'être conséquent. Les cadres sont tous fondés sur une planification intégrée de la gestion des bassins hydrographiques. Ça, c'est la bonne nouvelle. On reconnaît à tout le moins les aspects plus de sciences hydrologiques. Les meilleures pratiques de gestion des sources diffuses sont remises en question partout dans le monde, puis on peut comprendre. Puis ce que la littérature nous démontre et ce qu'on n'avait pas mis dans nos travaux ou dans l'article, eh bien, de plus en plus, on se déplace vers l'implantation, si vous voulez, d'un ensemble ou d'une synergie entre les pratiques de gestion bénéfique. Autrement dit, ce ne sont pas juste les bandes riveraines qui vont solutionner le problème, par exemple. Il faut avoir d'autres pratiques de gestion bénéfique qui vont aider à mettre en place une meilleure protection des eaux de surface. Les stratégies axées sur le marché pour compenser la pollution ou promouvoir l'adoption des pratiques de gestion bénéfique ciblées deviennent populaires et donnent lieu à des démarches rentables et efficaces. Les analyses coût-avantage contribuent à une utilisation accrue de solutions techniques plus ou moins durables. Donc, vous allez voir, pour les petits lacs, on entend de plus en plus parler d'algicide ou encore de solution commerciale qui est appelée Phosloc, le but étant de trapper, dans ce cas-là, le phosphore via un processus de précipitation, soit à l'argent ou autre. Et donc, là, ça s'applique à des petits lacs. Par contre, c'est plus des solutions approche pansement. Là. Bon, vous pourriez demander à des experts en limnologie, ils vont probablement vous informer un peu mieux que moi là-dessus, mais bon. Finalement, la synergie des changements climatiques, bien, selon toute vraisemblance, ça va augmenter justement la prévalence de l'étendue des proliférations d'algues nuisibles. Et ça, c'est vraiment, c'est presque l'éléphant dans la pièce, si on peut dire ainsi. C'est non négligeable. Donc,
Il n'existe toujours pas de véritable histoire de réussite liée à l'assainissement des proliférations d'algues nuisibles. Il y a uniquement des histoires de gestion liées, des histoires liées à la gestion. Donc, sur ce, ça conclut ma présentation. Je demeure ouvert à toute question et dans la mesure du possible, je vais y répondre. Avant de terminer, j'aimerais souligner l'apport substantiel à ces travaux-là d'Étienne Foulon, associé de recherche dans mon équipe. Donc, ensemble, on a fait le design, si vous voulez, de l'étude avec nos collègues à la Commission mixte internationale. Et c'est vraiment Étienne qui s'est tapé la grande majorité des lectures. On a structuré ensemble l'article et on l'a produit. Et une très grande partie du crédit revient évidemment à Étienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. On a d'ailleurs beaucoup de questions déjà qui arrivent. Je voulais seulement rementionner que l'article et le lien pour l'article est présent sur notre site web et je pense qu'on pourra partager aussi le PowerPoint de ta Oui, présentation, si je ne me je trompe pourrais pas. partager aussi un PowerPoint en anglais. J'ai les deux. Ah, parfait. Donc, on va tout mettre ça sur le site web après la présentation. Si vous avez des questions, vous les posez dans la boîte de clavardage directement. Et je vais aller avec une première question d'Alain Letourneau qui faisait référence à la diapo numéro 2 où il y avait la carte mondiale. Il disait que la France et l'Allemagne semblaient peu couverts et il se demandait s'il y avait plus de détails là-dessus. Est-ce que c'est… Ben, personnellement, je n'ai pas plus de détails, autre que nous. La carte 2, la meilleure façon serait de l'afficher. Attendez. Donc, diapositive 2. Celle-ci, j'imagine? Ah oui, 3. Oui. Oui. Attendez. Je ne peux pas répondre à la question du pourquoi. Nous, basés sur la littérature, on a retrouvé cet article-là de Biello qui, lui, faisait évidemment ressortir des problèmes plutôt au niveau océanique. Donc, ce qui fait que même si vous voyez au Canada ou encore aux États-Unis, il n'y a aucun point d'inventorié au niveau intracontinent. Donc, c'était vraiment ici pour faire ressortir des problématiques côtières. Moi, je pense que c'était peut-être la prochaine carte, en tout cas la carte avec les ronds, les cercles. Ah oui, ça devait être celle-là. Oui. Donc, bonne question. Il y en a quelques-uns. Et encore là, ça nous provient de l'article de Manzuki et al. De 2018, où est-ce qu'on fait le suivi de 137 lacs dans lesquels on prélève régulièrement des échantillons. Est-ce que certains lacs en Allemagne qui peuvent avoir eu des manifestations de prolifération d'algues nuisibles, est-ce que ces lacs-là n'ont pas participé ou ne participent pas à l'étude? Je ne peux pas vous répondre. Il faudrait vraisemblablement retourner à l'article en question. Merci beaucoup. Prochaine question, ça commençait par un commentaire. Il existe peu ou pas de tests de détection des cyanobactéries. Le seul moyen efficace, c'est la détection visuelle des algues bleu-vert. En tant qu'intervenant dans le domaine privé, je me demande si ce serait bénéfique de développer un test de détection des cyanobactéries. Et à ça, il y a un autre téléspectateur qui qui suggérait de consulter Blue Lion Labs, qui développe une méthode rapide pour mesurer la toxicité due aux cyanoses. Donc, je ne sais pas si vous avez un Moi, tout ce commentaire. que je peux rajouter, c'est que c'est en plein développement, ces méthodes-là. Comme je vous dis, je ne suis pas limnologue. Nous, on a fait une revue de littérature du fait qu'on ne soit pas limnologue nous a permis d'être distanciés probablement de certains points peut-être controversés. Mais chose certaine, ce qu'on peut percevoir juste en étant un citoyen, si tu veux, plus averti de par notre profession, on entend parler et on sait qu'il y a des développements à ce niveau. Parfait, merci. Prochaine question, j'inviterai peut-être Peter à la poser directement. J'avais écrit un peu tôt, vous l'entendez? Oui, très bien. Merci pour la présentation. Puis je vais mettre en phase aussi sur le fait que le papier que tu as produit est en accès libre sur Water Quality Research Journal, donc c'est dans le clavardage, le lien là, puis tout le monde peut le lire. C'est grâce au fait que l'Association canadienne de la qualité de l'eau a donné accès gratuit à ce papier-là. Je vais quand même mentionner ça, que c'est quand même comme association. C'est un excellent point. OK. Mais la question que j'ai, c'est sur le conflit entre municipalité, l'urbain et l'agriculture comme source de pollution.
Puis, je suis très content que j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de méthodes incitatives qui vont stimuler l'agriculture de faire leur job, leur partie de l'effort. Et dans mon temps en Europe, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de conflits entre l'objectif ou la volonté du gouvernement de faire quelque chose, à supporter les agriculteurs pour faire aussi leurs tâches environnementales, mais ce n'était pas permis à cause de conflits internationaux plutôt, qu'on disait c'est une subvention à la culture, on ne peut pas faire ça. Est-ce que ça a changé? Parce que ça fait quand même 15 ans que je suis parti. Vous avez vu des choses qui sont peut-être différentes en Amérique du Nord qu'en Europe ou ailleurs dans le monde? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans le temps, qu'on permet maintenant que l'agriculture fait sa job et est payée pour? Ça, c'est une grosse question. Je ne peux pas dire que j'ai vu de la littérature explicite là-dessus. Mes connaissances terrain me disent que, d'après moi, on fait toujours face aux mêmes barrières. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas rien localement. Et je pense à des programmes plus intégrateurs, comme par exemple aux États-Unis, le programme TMDL, qui lui fait fi un peu de tout cela parce qu'on se donne des objectifs environnementaux de récupérer certains usages de l'eau à l'échelle de tronçons de cours d'eau qui sont définis comme étant non propices à certains usages de l'eau. En ce moment, ce qu'on entend parler, puis il y a eu des petits efforts au Canada, les fameux programmes d'échange de crédits de qualité de l'eau, les Water Quality Trading Programs. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je me souviens, au début de ma carrière, j'avais relevé un cas dans de la littérature de conférence au Minnesota où est-ce qu'on avait un producteur de bière, si je me souviens bien, qui avait des charges en nutriments assez importantes à diminuer et au final a décidé, par une approche de bassin versant, de regarder à l'échelle du bassin versant avec de l'aide d'analystes, si vous voulez, gouvernementaux, de bien identifier que pour eux de réduire leurs charges, c'était des coûts très importants, prohibitifs. Ils ont décidé, c'est de subventionner les agriculteurs pour qu'eux mettent en place des pratiques de gestion bénéfique. Encore ce matin, en fait, ce n'est pas ce matin, mais hier matin, je recevais un appel téléphonique de Robert Phillips de la Commission mixte internationale qui, lui, me faisait part d'une problématique de la rivière Rouge au Manitoba où est-ce que là, il y a un certain éveil vis-à-vis ces fameux échanges de crédits de qualité de l'eau. Au Canada, il y a eu un programme qui a été mis en place dans le sud de l'Ontario, South Nation River, donc qui est au sud d'Ottawa. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont exactement à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a déjà eu des pourparlers d'échange de crédits de qualité de l'eau. C'est vraiment des cas spécifiques où les arguments sont tellement forts qu'on dit oui, c'est vraiment utile de faire ça, mais il n'y a pas une politique générale, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Puis pour que le Water Quality Trading fonctionne, il faut que tu aies quelqu'un qui a des grands pouvoirs financiers et on ne retrouve pas cela dans tous nos bassins versants. Parce qu'il y a une certaine homogénéité qui s'est installée suite, par exemple, au programme d'assainissement des eaux du Québec, là, le fameux PAEC de la fin des années 70, où est-ce qu'il y a eu un push pour diminuer les charges des papetières ainsi que des municipalités. Ce qui fait que les chantiers de travail en ce qui a trait à la pollution diffuse au Québec, ben, il devient totalement imputable au monde agricole maintenant. C'est ça, c'est ça. Et là, tu as la grosse question, comment ça peut être vu par certains marchés internationaux comme une subvention à l'agriculture? Ça demeure un problème entier. Merci. Excellent. Bienvenue. Alors, merci pour la question. La prochaine question, quelqu'un se demande si vous avez étudié l'effet des zones humides artificielles. Pas précisément. On sait qu'elles sont mises en place en termes de gestion des eaux pluviales. À une certaine époque, je me souviens, une conférence internationale, c'était milieu des années 90, genre 97-98. Soil Conservation Society des États-Unis avait eu une conférence à Toronto, puis à l'époque, on avait été, des participants à la conférence, on a été visiter justement un endroit dans la région de Kitchener-Waterloo, où est-ce qu'on avait mis en place, par exemple, des milieux humides artificiels pour faire un certain assainissement du ruissellement urbain. La plupart des cas, puis c'est des sujets de recherche qui sont toujours actifs. Je sais qu'encore là, en Ontario, de par leur structure, il y a beaucoup d'investissements
dans justement construire des milieux humides afin de traiter le ruissellement de surface en milieu urbain. Parfait. Prochaine question de Rino Dubé du CRIC qui fait remarquer que le secteur agricole semble être le plus ciblé. Dans la littérature, oui, c'est une réalité. Puis, si on regarde au territoire et au cours d'eau, bien, une très grande proportion du territoire est exploitée d'un point de vue agricole pour nous nourrir. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des efforts supplémentaires au niveau des rejets, des stations d'épuration des eaux usées? Je crois qu'on peut toujours faire mieux. Est-ce qu'il peut y avoir des efforts faits au niveau d'avoir des systèmes d'installation septique autonomes plus performants? Oui. Est-ce qu'il devrait y avoir une forme de réglementation, à savoir tester la durée de vie des champs d'épuration? Pourquoi pas? Donc, je crois que nous, la littérature, ce qu'elle faisait ressortir, c'était que oui, l'eau en provenance du milieu agricole sous forme diffuse peut être une problématique, mais dans les 12 cas qu'on a répertoriés, ce n'était pas majoritairement là, la problématique. Je vais faire ressortir une acétate que j'avais mis en annexe. Bon, ici. Donc, vous voyez, dans l'ensemble des 12 qu'on avait répertoriés, évidemment, il y avait des problématiques d'eutrophisation. Puis on voit que agriculture ressort partout. La ville n'est pas loin, les stations de traitement des eaux usées non plus. Donc, c'est universel, l'agriculture, mais ce n'est pas la seule source. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait, je pense qu'il y a eu un petit retour dans les discussions sur le dépistage. Anouka Bolduc, au ministère de l'Environnement, fait remarquer que le MELCC recommande depuis plusieurs années le dépistage des cyanotoxines à l'aide de bandelettes Abraxis. Et puis, quelqu'un parle aussi du fait qu'il existe des méthodes génomiques qui sont en train d'être mises au point, peut-être les méthodes génomiques pour détecter les cyanobactéries. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires là-dessus. Moi, j'en ai pas parce que je suis très loin de mon champ d'expertise, mais je sais qu'il se fait de la recherche à ce niveau-là. Sinon, prochaine question, je pense que ce serait la dernière. Qu'en est-il des ouvrages de surveillance dans les milieux urbains? Je pense qu'ils posent beaucoup de problèmes aussi, tout comme l'agriculture. Effectivement, le contrôle en temps réel des surverses est un sujet qui existe depuis longtemps. À mon arrivée à l'INRS en 1995, avait été mis en branle un très grand projet, un projet d'envergure par à l'époque BPR, connu maintenant sous le nom Tetra Tech, qui avait mis en place un gros programme de recherche avec mon collègue ici, Jean-Pierre Villeneuve et Alain Maillot. Et eux avaient fait beaucoup de travaux là, à ce niveau, du contrôle des surverses en temps réel. Est-ce que les surverses en temps réel posent toujours problème? La question, c'est oui. Les municipalités, si vous les questionnez, que ce soit la Ville de Québec ou autre, vont vous le dire, probablement. L'ampleur, ça, je ne peux pas vous le dire, mais ça existe. Il y a eu beaucoup d'ouvrages construits sur le secteur de la Ville de Québec, des réservoirs souterrains, justement parce que lorsqu'on a des réseaux unitaires et des averses, puis on ne peut pas contrôler et envoyer tout à l'usine de traitement des eaux usées, bien, on va envoyer dans des réservoirs, puis par la suite, ça peut être réacheminé à la station d'épuration des eaux usées. Ces programmes-là, ils sont mis en place dans quelques grandes villes dans le monde. Tetra Tech dispose toujours d'une expertise à ce niveau-là. Je sais qu'ils ont plusieurs projets. Maintenant, l'ampleur du problème, je ne peux pas vous le dire. J'ai tendance à croire que ça existe toujours. Il faudrait fouiller un peu plus davantage la littérature. Parfait, merci. Et la véritable toute dernière question, est-ce que quelqu'un a déjà tenté de resserrer les critères de mesure qui sont problématiques ou apparemment insuffisants?
Si on parle de mesures de mitigation, c'est une chose. Si on parle de programme de suivi, c'est autre chose. Programme de suivi, ben, on est toujours... il y a plusieurs approches. Hein. Il y a les approches des suivis gouvernementaux, il y a les approches citoyennes qui prennent des prélèvements d'eau. Encore faut-il avoir les moyens de le faire analyser pour ce que l'on recherche. Au niveau des mesures de mitigation, une de nos conclusions, c'était que lorsqu'on parle de pratiques de gestion bénéfique, ben, elles sont contestées pour différentes raisons. Une des raisons, c'est qu'on peut avoir une meilleure retenue, par exemple, des sédiments au cours d'eau, c'est-à-dire les empêcher de se rendre au cours d'eau, mais il y a un historique de sédiments dans les cours d'eau. Et c'est plate à dire, mais il y a certains endroits où est-ce que la problématique d'eutrophisation, elle s'auto-supporte. Donc, il y a prolifération d'algues. Une fois que les algues meurent, elles se sédimentent. Elles emportent avec elles aussi les minéraux sous forme organique qui peuvent être minéralisés dans certains cas. Et dépendamment des conditions environnementales, redeviennent disponibles pour une prolifération d'algues nuisibles. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on parle de mesures de mitigation, on peut couper l'apport sédimentaire, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va solutionner le problème d'eutrophisation. On a une précision, là, la question visait en fait les mesures établissant les seuils dangereux ou inacceptables. Ah, ça, il y a de la place. Si, au niveau des toxines, je ne peux rien dire, mais, parce que ce n'est pas mon expertise. Mais ce qu'on voit, c'est au niveau des critères de qualité de l'eau, bien, il y aurait peut-être possibilité d'être, entre guillemets, un peu plus sévère. Parfait. On voit, par exemple, j'étais sur un cas dernièrement dans le cadre d'une révision d'un article scientifique dans un État américain dans lequel il n'existe pas de critères de qualité de l'eau pour la protection contre l'eutrophisation. Ils n'ont que des cibles de réduction de charge. Donc, tu peux réduire la charge, mais si tu ne fais pas une modélisation de la qualité de l'eau, tu n'as aucune idée si tu vas être capable de recouvrir certaines concentrations. Et là, ben, c'est là que ça peut décourager les gens parce qu'on met en place des pratiques de gestion bénéfique pour diminuer les apports, mais il n'y a pas de lien avec l'usage du cours d'eau. S'il n'y a pas de lien avec l'usage du cours d'eau, bien, puis tu ne récupères pas ton usage, la personne qui investit pour mettre des pratiques de gestion bénéfique peut être découragée. Donc, ça prend vraiment des approches qui sont systémiques, qui vont, si tu veux, de l'amont à l'aval, puis avec des rétroactions. Mais moi, philosophiquement, je me dis que si tes pratiques de gestion bénéfique permettent d'améliorer localement ton sol, bien, éventuellement, ça va diminuer la charge au cours d'eau. La charge au cours d'eau, le cours d'eau, ben, lui, peut être dans une autre problématique, une problématique qui est plus, si vous voulez, de relargage. Mais la réalité, c'est que si la santé de ton sol s'améliore, ben, tu vas avoir des bénéfices environnementaux locaux qui vont permettre des gains environnementaux.